Bonjour à tous, amis de la RH. Je reçois aujourd'hui une femme de projet, j'ai nommé Catherine Desmichel. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, tu es responsable des projets RH au sein du groupe Crédit Agricole, un groupe que j'affectionne beaucoup. Ma mère a été au Crédit Agricole et avant au Crédit Lyonnais, donc ça fait partie un peu de mon enfance, je te le racontais tout à l'heure. Tu sais qu'en début d'épisode, j'aime bien poser cette question habituelle, mais qui en dit souvent long sur mes invités. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais vraiment petite, je voulais être libraire. Ah, t'avais le goût des livres ? Ouais, je lisais pas mal, donc j'avais des livres dans ma bibliothèque. Je notais les prix après les couvertures, là, sur la première page, et j'avais une caisse enregistreuse et j'étais vraiment libraire et j'expliquais ce qu'il y avait dans les livres, etc. Oh, c'est génial. Donc, tu lisais beaucoup quand t'étais petite ? Ouais, j'ai lu pas mal. Ouais. Et t'étais plutôt quel style ? Arsène Lupin, Agatha Christie ? Non, c'était très éclectique. Ouais. Et ton premier contact avec l'école, ça se passe comment ? Moi, je suis pas très scolaire en fait, hein. Donc j'ai eu un parcours assez classique. J'ai passé un bac ES, économie à l'époque. T'étais dans le camp de ceux qui mettent l'ambiance en cours, qui papotent, qui ont une vie sociable, ou t'étais... Oui, enfin, comme j'étais pas scolaire, j'étais pas hyper raisonnable, ça c'est sûr. Des rebelles, dans le camp des rebelles. Voilà, plutôt rebelle que celle qui met la bonne ambiance. Plutôt rebelle. Et tes parents étaient aussi dans cette même veine, un peu rebelles aussi eux-mêmes dans leur histoire ? Oh, peut-être mon père, pas ma mère. D'accord. Et du coup, après ton bac, tu vas embarquer dans l'univers de la psychologie d'entreprise, j'ai découvert. Absolument. Tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, avant ça, comme j'ai eu mon bac alors que mon père n'arrêtait pas de me dire que je l'aurais pas et que je l'ai eu. Sympa. Et ben je savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc il m'avait proposé de faire un BTS tourisme. J'y suis allée 1 an, ça a été l'horreur. Ça me plaisait pas du tout. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire de la psycho. Donc je me suis inscrite en psycho et plutôt du travail parce que en fait, j'avais découvert le métier d'ergonome. Et je me disais que c'était plutôt quelque chose qui m'attirait. Donc voilà. Et puis il se trouve que ergonome, il y en avait plus beaucoup déjà à l'époque. Ça commençait vraiment, il y en avait vraiment de moins en moins. Donc après une licence de psychologie du travail, que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait un cursus très pluridisciplinaire. Pour les 2 premières années, il y avait de la philo, de la sociologie, de la linguistique. J'ai découvert la linguistique, j'adorais ça. Ouais. Donc c'était vraiment très riche, ouais. Et donc après, j'ai fait de la com, de la communication à Assas. Et au bout d'1 année, je me suis dit bon allez, j'arrête tout. Je vais faire des stages. Je vais aller vers le concret, du terrain, quoi. En fait, je suis très terrain. Et même si j'aime quand même ces études pluridisciplinaires, mais sur le travail, je suis plutôt terrain. Et donc, j'ai fait 6 mois de stage dans 6 entreprises différentes. C'était mon challenge. C'est commando, c'est comme un tour du monde version Absolument. Entreprise. De secteurs différents pour savoir où est-ce que je voulais travailler. C'est génial, mais comment tu t'es organisé ça ? Est-ce que tu les trouvais les stages ? Ouais, je les ai trouvés. Bon, alors peut-être qu'à l'époque c'était plus facile, je sais pas, mais en tout cas je les ai trouvés. Et j'ai fait 6 entreprises, donc vraiment. Des secteurs différents, donc il y avait groupe de presse, il y avait post-production, il y avait industrie. J'adorais en fait l'industrie. En fait, j'aurais bien aimé travailler dans l'industrie. Et plutôt après, groupe de presse. Alors je sais plus, il y en avait 2 autres. Et comment t'as cette idée de te dire à un moment, ok, donc je comprends que t'as été à la fac. Alors la fac, c'est vrai que parfois l'écueil qu'on peut dire, c'est que grand fond de savoir, grand puits de savoir avec des super profs, mais parfois un manque de terrain. Tu dis, ok, je franchis pas et je me fais mes 6 stages. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, ok, je vais aller me faire 6 boîtes dans 6 secteurs différents? J'avais envie de terrain, en fait. Mais t'avais du réseau, Non. Non, mais... T'as été tapé à la porte et dire, ok, vous me prenez en stage. J'ai envoyé des lettres. À l'époque, c'était comme ça, hein, donc j'envoyais des lettres. Et puis voilà. Et puis au bout de ces 6 mois de stage, je me suis dit, je veux aller dans l'industrie. Mais pour trouver du boulot, on achetait le Figaro et on regardait les petites annonces. Hein. C'était comme ça. Donc voilà, et j'ai cherché dans les petites annonces, j'ai répondu à des offres plutôt de
de recrutement, des cabinets de recrutement. Et puis, j'ai trouvé une annonce qui était assistante de consultant. Et je me suis dit, oh là, ça doit être pas mal, ça. Ça claquait un peu. Je suis allée à l'entretien, j'ai été prise tout de suite. Voilà. Et je reviens juste un petit peu sur la psychologie d'entreprise. Je trouve que c'est des matières passionnantes. Tu as plein de grands auteurs, Sonnenberg, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu gardes encore à l'esprit aujourd'hui dans ta façon d'analyser un peu les environnements, d'avoir ce petit œil quand même un petit peu, tiens, voilà ce qui se joue, voilà les mécaniques de pouvoir. Alors, je dirais que oui, parce qu'en fait, j'ai aussi un cursus à côté du cursus professionnel. Je suis médiatrice. Mais tu veux dire que tu as une double vie. J'ai une double vie. On peut le dire. Et je suis juge prud'homal. C'est pas vrai. Voilà. Mais attends, mais c'est incroyable. Ça fait plein de choses. Il va falloir que tu me racontes. Là. Attends, on commence. T'es médiatrice. Oui. Alors en fait, il se trouve qu'à un moment de ma vie professionnelle, j'appelle ça toujours des missions, hein, donc je suis toujours dans le vocabulaire consultant, même en étant au Crédit Agricole depuis des années. Mais donc j'étais en mission, bref, j'étais dans une filiale qui était extrêmement sympathique, qui était à l'époque, ça s'appelait CA Paiement, ça n'existe plus. Et il se trouve que je travaillais sur les cartes bancaires. Bon, jusque-là, rien de passionnant. Mais j'étais dans une ambiance vraiment sympa. Et donc, j'ai travaillé 2 ans dans cet environnement-là, mais en même temps, il me manquait quelque chose. Vraiment, au fond de moi, il me manquait un enrichissement, en fait. J'avais vraiment envie de m'enrichir sur ce côté, psycho, qui était quand même mes premières amours. Donc, et donc, j'ai cherché à faire une formation. Et je voulais pas une formation scolaire, pour la raison que j'ai dit tout au début. Donc, je voulais quelque chose de terrain. Et là, j'ai prospecté, j'ai regardé, ça m'a duré 2 ans, cette réflexion. Et j'ai découvert, en fait, par un autre biais, le métier de médiateur. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, c'est de la gestion des conflits. C'est un tiers qui est entre des parties qui ne se comprennent plus, ne s'entendent plus, ne communiquent plus. Et donc, on est là pour faire en sorte qu'ils se reparlent, qu'ils recommuniquent, qu'ils puissent se dire les choses qui ne se sont jamais dites pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver une solution à leurs conflits. Et c'est eux qui trouvent, c'est pas nous. Et donc, en fait, je comprends, c'est un exercice un peu de maïeutique, tu fais accoucher finalement des participants de solutions. C'est quel type ? C'est des époux en phase de divorce, c'est des employeurs et des salariés. Qu'est-ce Alors, que c'est comme vrai qu'au début, c'est marrant que tu me dises ça, parce que c'est vrai qu'au début, avant même médiatrice, je me suis dit peut-être conseiller conjugal. C'est un peu la même chose, c'est pour ça que j'ai pensé dans le fond. Et en fait, non. Alors, il y a de la médiation familiale. C'est effectivement dans cet environnement-là qu'on reçoit des couples. J'ai fait de l'accompagnement de fiancés, donc je suis vraiment intéressée aussi par ce sujet-là. Mais là, non. Là, c'est dans le judiciaire, donc c'est aussi bien des gens qui sont dans une société associée qui s'entendent plus. D'accord. Que, je sais pas, dans l'immobilier, par exemple, ou dans le voisinage. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'environnements possibles où on peut faire une médiation. Mais il y a aussi, comme tu le dis, la médiation familiale. Et là, ça peut être du couple, de la famille. Donc, t'as pas peur des conflits ? Alors, j'aime pas le conflit. Je suis pas très à l'aise dans le conflit. Ah ouais, parce que là, mais j'adore cette posture de facilitateur, en fait. C'est vraiment ça que j'aime. Et c'est quoi la clé pour réussir à aboutir à un compromis ? En fait, il y a vraiment une évolution. En fait, on est en réunion, enfin, on a des séances de réunion. Et en fait, on se rend bien compte de toutes les étapes. Il y a 6 étapes. On passe par ces 6 étapes jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une solution, eux. Et quand je dis eux, c'est les parties. Et donc, du coup, ça marche parce que c'est eux qui trouvent. C'est pas moi qui leur donne. On n'est pas d'accord sur le désaccord. On commence à être d'accord sur le désaccord. Ensuite, c'est là où il y a la bascule, ce qu'on appelle le point de bascule, où on va réussir du coup à recommuniquer ensemble et à retrouver une solution. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc là, à cette époque-là, tu avais déjà un boulot. Ah oui. Et tu te dis, ok, boulot génie, super ambiance, etc. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu t'es dit, ok, je vais chercher quelque chose aussi à l'extérieur. Et parfois, je trouve qu'il y a cette image que, tu vois, l'entreprise doit
être la source de bonheur. Absolument. Et je trouve que honnêtement, c'est faire trop peser sur l'entreprise. Tu vois. Et il y a plein de sources de bonheur potentiel. La famille en fait partie. Ça, j'aime pas dire l'entreprise est une famille. Tu vois, non. Mais il y a plein de sources potentielles. Et toi, tu te dis, ok, je vais compléter finalement et ajouter une brique dans ma vie, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, j'ai fait cette formation qui était extrêmement pratique. Donc, c'était sur les week-ends, enfin les vendredis, samedis. Le samedi, c'était que des jeux de rôle. Et le vendredi, en fin d'après-midi jusqu'au soir, c'était plutôt de la théorie. Donc, c'était, tu vois, ça avait vraiment ce mélange qui m'intéressait, en fait. Et tout le monde peut vouloir s'inscrire à ce type de cursus. Et du coup, mais du coup, c'est quand même très engageant. Quand je t'entends, il y a des formations intenses. Oui. Moi, ça m'a duré 3 ans parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé la 2e année, j'ai changé de poste. Ah oui. Donc, et je suis allée sur un poste très, très... avec beaucoup de charges de travail. Donc, j'ai lissé cette 2e année sur 2 années. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a duré 3 ans. Mais passionnant. Passionnant. Et du coup, tu disais juge prud'homal ? Oui, alors ça a été un autre moment de ma vie. J'étais dans une association quand j'étais médiatrice et il se trouve que j'étais à côté d'une personne qui m'a demandé ce que je faisais. Donc moi, je lui ai demandé aussi et il m'a dit « moi, je suis à la retraite, mais je suis juge prud'homal ». Et en fait, j'avais dans le coin de ma tête une petite case où on m'avait déjà parlé de ça. C'était un de mes boss à l'époque qui m'avait dit « mais tu devrais être juge prud'homal ». Et je lui ai dit « non, mais ça va pas, je peux pas être juge prud'homal puisque j'ai pas fait de droit ». « Ah non, mais tu verras, il faut du bon sens ». Et donc, quand il m'a dit ça, je me suis dit « ah tiens ». Alors, je lui ai dit « je suis intéressée, comment est-ce qu'on devient comme ça ?» Et il m'a dit « écoute, je te donne les coordonnées du président du tribunal du prud'homme de Paris. Tu lui écris ou tu lui téléphones et puis tu verras, ça se fait facilement. » Bon, j'ai réfléchi pendant 2 semaines au moins. J'ai un mari avocat, donc qui est dans le milieu judiciaire. Et puis je l'ai appelé et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça. Ouais, genre, tu peux pas me dire ça s'est fait comme ça. Je te dis comment ça marche, raconte-moi. Eh ben ça marche que on fait un dossier et on explique pourquoi on est motivé pour faire ça. Donc tu avais déjà eu ton expérience de médiatrice. Oui, ça joue quand même aussi beaucoup, j'imagine. Et donc j'ai monté mon dossier, je l'ai envoyé donc à cette personne du prud'homme. Ensuite ça passe au ministère du travail. Ah oui, donc ça remonte quand même. Ouais, parce que je pense qu'ils font une enquête. Et puis après, oui. Donc après, j'ai été validée. J'ai prêté serment. Quand on est médiateur aussi, on prête serment. Voilà. Et puis, après, je deviens juge prud'homal. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire, j'ai pas de connaissance. Alors, juge prud'homal, c'est le seul tribunal où il y a aussi bien une partie salariée qu'une partie employeur. Donc moi, je suis juge prud'homal côté employeur. Et donc, on est 4. Alors, en fait, ce jugement se fait en 2 parties. Il y a d'abord une première partie qui est ce qu'on appelle un bureau de conciliation, où là, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu de la médiation, mais en fait, pas du tout. C'est très administratif, je dirais. Là, c'est les 2 parties présentes finalement dans le dossier. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord ? Non. Si c'est non, ils vont passer au bureau de jugement. Si c'est oui, voilà, ça s'arrête là. Donc, si c'est non, c'est donc bureau de jugement. Bureau de jugement, là, on est 4. 2 employeurs, 2 salariés. Un président d'un côté ou de l'autre, ça change selon les séances, selon les audiences. Et puis là, il y a des affaires qu'on dit au rôle, donc les affaires du jour. Et on écoute toutes les affaires qui sont dans le rôle du moment du bureau de jugement où l'on est. Donc, on est 4 à écouter. Donc, toi, tu es dans la partie... Moi, je suis côté employeur. Employeur, ok. Voilà. Et tu as du coup un autre employeur. J'ai un autre employeur avec moi et il y a 2 autres salariés. Donc, on écoute exactement de la même façon. On prend des notes. Les affaires passent les unes après les autres. Okay. Et ensuite, on se retire. Le bureau de jugement s'arrête et nous, on va en délibérer. Tous les 4. Et donc là, c'est un moment où il y a beaucoup de négociations. J'imagine. Parce qu'on est 4, il faut se mettre d'accord. Ouais. Si on n'est pas d'accord, ça peut arriver. Là, on renvoie l'affaire sur un juge professionnel
mais ce qu'on appelle le départage. Mais évidemment, on n'a pas, il faut pas le faire souvent parce que sinon ça veut dire que le prud'homme ne sert plus à rien. Et vous n'arrivez pas à prendre une décision, à vous mettre d'accord. Donc c'est vraiment des cas rarissimes. Donc c'est vraiment des cas, oui, compliqués. Voilà. Okay. Il y en a pas à chaque audience. Donc soit on est d'accord, soit ça part là-bas. Et quand on est d'accord, il y a plusieurs façons d'être d'accord. Et donc, on négocie ensemble à 4. Termes, d'accord. Voilà. Okay. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, ce regard? Parce que ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que tu as été côté interne. Oui. Et là, tout d'un coup, tu vois les coulisses de comment ça se joue. Souvent, on dit, non, mais les prud'hommes, ils sont côté employeur, ils sont côté employé, justement. Enfin, quel est ton regard un petit peu? Alors, j'imagine que c'est très touchy, donc dis ce que tu peux dire, hein, mais... On aurait tendance à dire évidemment que les conseillers salariés sont évidemment pour les salariés et les conseillers employeurs sont évidemment pour les employeurs. C'est vrai. En fin de compte, c'est plutôt vrai. Néanmoins, quand on est dans une audience et que on est 4 et qu'on est 4 personnes intelligentes et objectives, c'est vraiment intéressant parce que on a un vrai échange. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment cet échange et le fait d'essayer, tous les 4, de se mettre d'accord sur quelque chose, enfin, sur un cas. Et donc, c'est ça que j'aime. Donc, l'intérêt supérieur prend le dessus, finalement, sur des querelles un peu de chapelle, quoi. Alors, il y en a toujours, hein. Ouais. Je veux pas non plus montrer que c'est le monde des bisounours, pas du tout. Parfois, c'est brutal. Oui, j'imagine. C'est des histoires de vie. Oui, c'est ça. C'est pas juste, tu vois, des datas. Et puis, on a d'autres visions. Enfin, vraiment, c'est là où l'individu est riche, hein. C'est qu'on n'est pas du tout pareil. Donc, on a pourtant entendu la même chose. Ouais, et les interprétations. Et en fait, on a nos propres histoires, notre propre vécu, et puis on regarde surtout, en fait, les attestations. Ça, c'est, voilà. Les attestations. C'est-à-dire le dossier, et dans le dossier, les preuves. En fait, on nous apprend bien, quand on commence à être en formation et qu'on est juge prud'homal, c'est les faits. L'oral est très important, mais on vérifie avec les faits. Et les faits, c'est dans le dossier. Parce que, vous savez, les avocats, ils peuvent... Ce qui est toujours étonnant, c'est que pour une même affaire, on va avoir un avocat qui va vous raconter une histoire et l'autre ensuite qui va vous raconter une histoire complètement différente. C'est très déstabilisant de te dire qu'est-ce que tu crois, quoi, au final. Ouais. Et ça, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille sur les faits, parce qu'on peut nous raconter n'importe quoi aussi. Ouais, donc tu te raccroches vraiment au dossier, Ça dit quand même beaucoup de choses de toi. Moi, je trouve le fait que tu sois à côté que tu étais médiatrice, que tu sois aussi juge à côté, ça donne quand même une certaine vision de ton engagement aussi citoyen, je trouve. Ouais. En tout cas, je pense que mon fil rouge, parce que je me suis toujours dit que, en regardant derrière ma carrière, que j'avais pas de fil rouge, quoi, que j'avais pas quelque chose d'évident, que j'étais j'étais à l'opportunité. Je voyageais à l'opportunité dans ma carrière, et en fait, pas du tout. En réfléchissant bien, mon fil rouge, c'est vraiment d'abord l'engagement, effectivement. L'engagement, pour moi, c'est important. Alors, c'est important aussi bien dans la cité que surtout sur les projets, sur ce que j'entreprends, sur les projets sur lesquels je travaille, les programmes que je mène, que je pilote, etc. Je suis vraiment engagée. Et puis, ce que j'aime, c'est le relationnel, c'est de travailler en équipe. Ça, j'adore. C'est mon fil rouge aussi. Je peux pas être toute seule dans mon coin, sur ma feuille blanche. J'ai pas d'idée. En fait, j'ai découvert que j'étais créatrice parce que j'étais avec des gens. Mais sinon, je le suis pas du tout. C'est vraiment par l'échange. Donc, vraiment par l'esprit d'équipe. Et puis, ce qui m'anime aussi, c'est d'être facilitatrice. Ça, je pense que vraiment, c'est ce que j'aime. Et quand on est médiatrice, on l'est. J'anime des codev, c'est ça. Et malgré tout, cette négociation qu'on a aussi au prud'homme, et le fait qu'au bout du compte, il faut quand même se mettre d'accord, il y a aussi un peu cet aspect-là. Bien sûr. Je trouve que tu étais un peu slasheuse, tu sais, avant l'heure. Slasheuse, tu sais, c'était le fait d'avoir plusieurs métiers. Ouais. Ah oui. T'es un peu slasheuse. Ouais. Oui, parce que j'ai toujours eu aussi un objectif dans ma tête. Peut-être que c'est à la suite des entretiens individuels quand j'étais RH. C'est de me dire que sa vie professionnelle peut d'un seul coup péricliter, ou en tout cas, on peut être dans des environnements qui ne conviennent pas. Ce qui a été mon cas d'ailleurs.
Et dans ces moments-là, il faut vraiment avoir quelque chose à côté qui puisse enrichir, qui puisse nous faire nous alimenter en fait autrement. Et donc je me suis toujours dit qu'à la retraite, j'aurais une activité à côté et que je commence dès maintenant parce que il faut préparer tout ça. On ne peut pas d'un seul coup à 60 et quelques années, à 64 ans, dire « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Ça, tu vois, c'est aussi un des trucs qui je trouve est très angoissant quand les gens parlent de la retraite. T'as ce côté un peu, OK, il faut se réinventer from scratch de zéro, tu vois. Ouais. Alors que je trouve que les choses commencent bien plus tôt, en fait. T'as des passions qui sont là, qui sont dormantes. Pourquoi attendre, en fait, pour commencer à les activer en douceur? Et ensuite, la retraite, c'est la continuité, mais c'est très dur. Pour connaître quelques retraités, tu vois, de tout d'un coup te réinventer, repartir à zéro. Enfin, c'est tout un monde à créer, quoi. Ouais. Et alors, Catherine, tu as une carrière qui est, tu disais, tu as touché à plein de métiers différents. Je voulais juste revenir sur certaines périodes en particulier, faire quelques zooms, puisque du coup, tu as passé aussi beaucoup de temps dans l'univers IT, sans être, pourtant, informaticienne. Une femme de la tech. Tu peux nous raconter? Ben, en fait, il se trouve que quand les projets sur lesquels j'étais, quand j'étais consultante, c'était des projets IT. Parce qu'en fait, cette boîte dans laquelle je suis arrivée à ce moment-là, c'était une boîte de BTP, enfin, c'était du projet immobilier. Et puis, ils avaient fait, je crois, à l'époque, ils avaient refait, je crois, le siège de la BNP. Et un des responsables, je sais pas, de la BNP a dû dire aux consultants immobiliers, mais vous savez, vous devriez faire sur les projets informatiques, parce qu'en fait, ça prend toujours trop de temps, ça dépasse toujours, les délais ne tiennent pas. Vous tenez les délais dans l'immobilier, ben, faites la même chose dans l'informatique. Oui, on a tous entendu parler des légendaires roadmaps informatiques qui dérapent. Alors du coup, cette entreprise a créé sa petite filiale sur les projets informatiques, donc du conseil en gestion de projets informatiques. Et je suis rentrée là-dedans. Donc du coup, tout de suite, j'ai travaillé sur des projets IT. Mais j'étais sur de la gestion de projet, c'est-à-dire interviewer les gens qui travaillent sur ce projet pour savoir où ils en sont par rapport à leur planning, etc. Donc il y avait beaucoup d'interviews. Et puis ensuite, il fallait évidemment reporter tout ça sur un planning en donnant des alertes quand il y avait des alertes à donner. Voilà, c'était vraiment du suivi de projet. Et je m'arrête un peu sur ça puisque tu vas ensuite poursuivre du coup au sein du groupe Crédit Agricole et c'est là où tu vas ensuite entamer une longue carrière. Faut quand même préciser que l'IT dans une banque, c'est stratégique, quoi. Bien sûr. Et qu'on est sur des systèmes IT. Je sais pas si à l'époque il y avait du COBOL ou des choses comme ça. Si, bien sûr. Ça existe encore. C'est langage. Et tu vois, on est quand même sur ces nerfs de la guerre. C'est le système de paiement, c'est ton système de connexion à ton espace personnel. Enfin, les enjeux sont énormes. Une très très grosse transformation dans le milieu bancaire grâce à l'IT, bien sûr. Ouais, grâce à toutes ces nouvelles technologies. C'est sûr. Donc, les projets, il fallait qu'ils avancent. Et qu'est-ce que tu en retiens? Parce qu'on dit souvent, il y a des chocs de culture entre l'IT et le métier. Là, c'est tes talents de médiatrice qui ont aidé à fluidifier les conversations, les discussions. En fait, j'étais beaucoup avec les gens de l'IT à l'époque. Donc, t'étais dans leur camp. Ouais, j'étais plutôt dans leur camp. J'étais sur l'avancement de ces projets-là. Donc j'étais un peu moins avec le métier. À un autre moment de ma carrière, j'ai été un peu au milieu des deux. Donc là, c'était plutôt le fait de faire accoucher les gens de la maîtrise d'ouvrage, donc du côté des besoins, voilà, à bien définir leurs besoins pour ensuite pouvoir donner ces besoins à l'IT pour qu'ensuite ils puissent développer. Parce que ça se faisait dans ce temps-là. Avant, maintenant, il y a les méthodes agiles où on travaille plus de cette façon-là. On effet boule de neige, voilà. Mais à l'époque, c'était pas non plus ça. Donc, il y avait vraiment ces étapes-là qui étaient à faire. Et donc, j'étais beaucoup, en fait, à travailler sur des sujets que je ne comprenais pas forcément, mais je les ai avancés. Mais du coup, ça demande d'avoir quand même une sorte de vernis un peu fonctionnel, de comprendre un petit peu. Ouais. Mais sans être une experte du sujet. Absolument. Et c'est quoi la clé dans ces cas-là? C'est de s'ouvrir, c'est de poser des questions, c'est d'écouter, c'est de s'adapter. Voilà, faut pas avoir peur, faut se lancer.
Je me rappelle d'un responsable que j'avais eu à une époque j'avais pris un prestataire externe pour m'aider à avancer sur une direction de projet, très bancaire. Donc c'était pareil, j'avais juste un vernis, très bancaire. J'ai pas fait des études de banque, etc. Et donc je me disais, c'est lui l'expert, donc c'est lui qui sait. Et mon boss m'avait demandé à l'époque, avait dû me poser une question, et je lui avais dit, je sais pas trop, en fait, c'est l'expert qui m'a dit ça. Et il m'avait dit, mais attends, on est tous capables de comprendre, et l'expert, c'est parce qu'il s'exprime mal si tu comprends pas. Donc, non, tu peux toujours tout comprendre. Et en fait, ça m'est toujours resté ça. Ça, c'est pas faux. Et un expert peut très bien faire en sorte que tu ne comprennes pas volontairement. Ouais. Et donc là, il m'a dit ça, et ça, en fait, ça m'est toujours resté. C'est-à-dire que on est capable de tout comprendre si la personne qui est en face s'explique correctement et arrive à se mettre au niveau aussi de l'auditoire. Et donc là, c'est la boucle qui se termine. Je pilote un programme justement pour des experts. Et en fait, c'est tout un programme de communication écrite et orale pour qu'ils puissent parler de leur expertise. Et là, quel que soit l'auditoire. Donc on reboucle. C'est génial. Et là, justement, donc tu gères beaucoup de grands projets RH aujourd'hui. Je zoome un peu sur ton programme. Du coup, là, l'enjeu, c'est quoi? C'est de se dire, OK, vous avez des experts, j'imagine, ultra poussés en interne, sur des compétences peut-être rares, pénuriques. Il y a un enjeu de passation, mais aussi peut-être de valorisation de savoir-faire. Ouais, c'est un gros enjeu en ce moment. C'est que l'IT se transforme, les compétences ne durent plus. Avant, elles duraient 30 ans, maintenant c'est à peine 18 mois. Tout le temps, c'est en transformation. Et malgré tout, il faut toujours être à la page. Donc, il y a vraiment un gros problème de formation, de transmission, de learning. On en vient à ce sujet-là. Et un de nos enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour continuellement être à la page des nouveautés technologiques. Et ça, c'est un gros problème dans les entreprises. Donc, nous, au Crédit Agricole, là, j'ai donc déployé une académie du SI et du digital. Super, tu peux nous raconter ? Alors, l'académie du SI et du digital, ça permet, en fait, on l'appelle la Digit Academy, ça permet d'habiliter toutes les personnes de la ligne métier système d'information, donc informatique du Crédit Agricole. Donc, il y a à peu près 11 000 personnes à terme qui seront sur j'espère, en tout cas c'est mon challenge, qui seront sur cette académie. Et cette académie, c'est de pouvoir apprendre grâce à deux choses, grâce aux experts, grâce aux pairs, à nos pairs qui sont experts et qui vont pouvoir, dans le cadre d'une communauté, publier toutes sortes de contenus, que ce soit des podcasts, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, pour pouvoir transmettre aux gens qui sont aussi dans la communauté et qui veulent apprendre et qui veulent monter en compétences, interagir, discuter avec eux, poser des questions, avoir des réponses, liker les contenus, etc. Donc comme un réseau social. Et puis, il y a une autre offre qui est vraiment l'offre montée en compétences, learning. Et pour ça, soit c'est un certain nombre d'experts qu'on a topés vraiment en tant qu'experts et qui peuvent, eux, et qui ont la possibilité de pouvoir transmettre et publier du contenu qui va permettre de monter en compétences aux gens qui vont aller dans cet espace-là. Et on a aussi des partenariats avec des fournisseurs de contenu. Et avec eux, comme ils sont plébiscités sur la place, etc., ils peuvent offrir évidemment des modules de formation. Là, c'est de la formation plus classique. Très clair. Je m'arrête un tout petit peu sur ta première offre, puisque tu parlais finalement de l'accès aux pairs, la logique de communauté. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le monde de la tech, et cette notion de, tu vas faire un meet-up, tu mets ton code en open source, cette notion de partage. Tu arrives à la recréer en interne? C'est quelque chose de naturel ou... C'est pas naturel. L'apprentissage, les plateformes de formation, ça existe dans toutes les entreprises ou presque. Les plateformes d'apprentissage, et ça, je mets vraiment le mot apprentissage. On peut apprendre de différentes façons. Et culturellement,
c'est pas encore ancré dans Oui. dans tous les cerveaux, hein. C'est vrai que pour les gens, l'apprentissage, c'est le module de formation, qu'il soit en e-learning maintenant ou qu'il soit en présentiel, mais en tout cas, c'est de la formation comme on connaît tous. Mais se dire qu'on peut apprendre parce qu'on écoute quelqu'un, parce qu'on échange avec quelqu'un, parce que c'est pas encore ancré, ça. Et je trouve que tu vois, sur ce volet-là, t'es d'autant plus regardé que les jeunes générations et tes talents, Oui. tes futurs candidats tech Mm. sont en attente de cette culture, Ouais. de cet apprentissage entre pairs. Et pour eux, enfin, ils ne rejoignent pas juste une Ouais. boîte pour un salaire. C'est C'est aussi pour leur employabilité, se dire qu'ils progressent avec des titans du code, de l'IA, de la data, quoi. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on essaye de déployer donc au sein de cette ligne métier SI, là. Et j'ai commencé à déployer en avril de l'année dernière. Voilà, donc au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui... Et puis, c'est vraiment l'effet boule de neige, hein, c'est ce que j'explique aux gens quand je présente cette Digit Academy, c'est de dire que c'est grâce à eux, en étant acteurs, c'est grâce à eux qu'ils vont publier. C'est pas moi qui vais publier des contenus sur la data. J'y connais rien à la data. Surtout, moi, je trouve que si dans ta seconde offre, tu dis, voilà, il y a quelques experts que tu vas identifier, il y a quelque chose aussi de très valorisant, d'être reconnu comme un sachant et de dire, OK, je viens apporter ma connaissance. On le sait aussi, le fait de partager ta connaissance, ça pousse à formaliser ton savoir. Tu vas toi-même te nourrir de réactions, de questions. C'est quelque chose... Nous, tu vois, on a notre CTO qui enseigne au Mines Télécom. Il est super content à côté de partager son savoir et de dire, voilà ce que j'ai appris. Enfin, c'est quelque chose de gratifiant, quoi. Et du coup, tu disais tout à l'heure quelque chose de très vrai. Voilà, les compétences sont de plus en plus obsolètes. Quelles sont les compétences clés sur lesquelles aujourd'hui tu te dis, OK, là, il faut que j'emmène mes équipes. T'en as tellement. L'IA. Ouais, l'IA, impossible de faire l'impasse. Ouais. L'IA, la data, la cybersécurité. Oui, vraiment... en banque, j'imagine que ça doit être en plus. J'entendais d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, que du fait des JO, on était encore plus dans la sécurité, toutes les entreprises. Je n'avais pas fait le lien en fait sur le moment. Il va falloir que je creuse ça parce que pour moi c'est pas évident. Pourquoi les JO? Du coup, il faut faire plus attention. Ça nous met encore plus sous les spotlights. Certainement, c'est ça. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment. Et puis l'agilité, là, c'est toutes les méthodes agiles, c'est tout ce qui est nouveau, cette façon de développer différente de ce qu'on a connu avant. Donc ça aussi. Et ça, du coup, parce que du coup, il y a aussi cette guerre de la vitesse. On voit, alors il y a eu une grosse vague un peu de nouveaux acteurs bancaires issus du monde start-up avec des Canto, Memobank, Shine qui étaient passés dans l'environnement de Société Générale. On en est un peu revenu aussi. On a vu que Orange avait revendu sa banque digitale. On voit que Société Générale se débarrasse de Shine. Il y a quand même quelques beaux acteurs qui Manager One qui était sorti aussi il y a pas longtemps qui s'en sortent. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même cette course à la vitesse. Ouais. Et toi, tu parles beaucoup de l'agile. C'est la méthode sur laquelle vous pariez pour revoir vos cycles de production. Oui. Pas que nous. Enfin, vraiment, la méthode agile, elle est vraiment dans toutes les entreprises. Et puis, cybersécurité et je dirais la data, quoi. La data, l'IA. Ouais, c'est les gros thèmes du moment. Et c'est là où on a du mal à recruter. Oui, ce que j'allais dire, comment tu fais? Parce que c'est une guerre des talents, en fait, le mercato. Et dans ce mercato, tu es aussi face à des Google, Meta, Amazon qui arrivent et qui disent, moi, je te paye 200 000 euros sur la table. Tu fais comment? Alors, on n'alignera pas forcément ça, non? Voilà, c'est ça. Nous non plus. Mais on offrira autre chose. Tu mises sur quoi? Eh bien, là-dessus, sur le learning, beaucoup sur le learning, le learning à disposition. En fait, moi, ce que je dirais que sur quoi je crois là aujourd'hui dans le learning, c'est la responsabilisation de chacun dans son développement. Alors, il faut offrir cette possibilité-là. Bien sûr, il y aura toujours des RH ou des responsables formation qui accompagneront les collaborateurs pour se développer. Bien sûr que ça, on le garde. Mais en même temps, il faut pouvoir offrir un espace où chacun peut monter en compétence de la façon dont il le souhaite. Donc, grâce à des communautés ou grâce à du learning simple, mais d'offrir ça et que ces contenus soient qu'il y ait toujours de la nouveauté dans ces contenus. Et donc, c'est en leur laissant la main
dans cette publication de contenu. Donc, je pense que, voilà, ça, il faut le vendre, ce truc-là. Mais tu vois, moi, ce que je trouve génial, et j'adore jouer du petit lait, c'est quand tu dis que le learning est un vecteur, tu vois, d'attraction. Pendant très longtemps, on s'est dit, non, mais ça, c'est un vieux truc qu'on met dans les placards. La formation, c'est pas du tout stratégique. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour faire venir les petits Gen Z, justement, t'as pas le choix, en fait. Si tu leur montres pas qu'ils peuvent apprendre, s'éclater et découvrir des nouvelles choses, ils viendront pas chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi de pouvoir offrir à certains d'entre eux, par exemple, d'aller à tel symposium ou tel autre. Et justement, quand il revient, grâce à cette communauté, il fait partager tout le monde. Voilà, c'est vraiment dans cet échange et dans ces interactions aussi qu'on arrive à monter en compétences. Excellent. Et du coup, Catherine, on arrive sur la troisième partie de notre podcast où j'arrive sur le terrain un peu plus de la vie perso, mais soft, je te rassure. Est-ce que du coup, J'en ai parlé pas mal puisque je parlais de médiation. Tu t'es beaucoup dévoilé. Alors du coup, tu as plusieurs vies. Comment tu fais pour maintenir ton équilibre de vie? Est-ce que tu t'es mis des règles? C'est mon équilibre de vie. Ah, bonne réponse. Si je faisais qu'une chose, je pense que je déprimerais. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié certains temps quand je sentais que j'avais plus cet enrichissement, je pense que je dépéris. Donc, je pense que toute ma vie, ce sera ça. Et c'est ce qui fait que je suis équilibrée. J'ai encore plein d'idées de projets là dans ma tête perso, que j'ai pas encore mis en œuvre, que j'ai du mal plutôt à mettre en œuvre. Mais j'espère bien y arriver. Je veux vraiment me lancer dans quelque chose qui me tient à cœur aussi. Donc voilà, j'espère que... Tu nous tiendras au courant, tu nous diras. Et t'as à côté, est-ce que tu as un livre, une expo, une série que tu nous recommandes où tu nous dis, tiens, ça, allez-y. En fait, je suis un peu psy dans tous mes choix. Alors, je sais pas si tout le monde va forcément aimer. Alors... Moi, non seulement j'ai des goûts un peu psy, voilà, et en plus, j'aime beaucoup tout ce qui vient d'Asie. Donc, il y a Taniguchi qui est vraiment un auteur qui est mort il y a pas très longtemps. Enfin, quand je dis pas très longtemps, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, je sais plus. Qui est un auteur de manga et de romans graphiques. Quartier lointain, tout ça, moi, j'ai adoré. Puis j'adore ses dessins. Mais tout Taniguchi. Une lectrice de manga. En tout cas, de ce type de manga, pas toutes les mangas, pas tous les mangas, je veux dire. Mais c'est vraiment cet auteur japonais, j'adore. Donc j'ai tout lu de lui. Ah oui. Ouais. Et il y en a pas mal quand même. Mais j'ai tout. Alors attends, on va bien noter son nom. C'est Taniguchi. Taniguchi. Ok. Et puis dernièrement, alors je l'ai écouté. J'écoute beaucoup des livres aussi, des livres lus. J'ai pas encore franchi le cap, faudrait que je me mette, moi. Moi, je le fais beaucoup, et notamment dans ma voiture, quand je vais au boulot. J'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça me fait 1 heure de lecture. Ouais, mais t'as raison, super. C'est plus sympa qu'écouter parfois la radio ou les news. Et c'est pas évident. Alors, je sais pas si tous les livres que j'ai écoutés qui m'ont plu m'auraient autant plu à la lecture, et vice-versa. J'en sais rien. C'est marrant, ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, il y a une autrice que j'ai beaucoup aimée dernièrement, mais je l'ai écoutée. C'est Messina, elle s'appelle Messina, et en fait c'est une Italienne qui a été mariée à un Japonais et qui a écrit un livre qui s'appelle Ce que nous confions au vent. C'est poétique. C'est pas gros du tout, c'est tout petit, mais c'est absolument magnifique. Ça raconte en fait comment est-ce qu'on peut être en communication avec l'au-delà, avec les personnes qu'on a perdues. C'est pas très gai pour la fin, mais j'ai adoré ce livre, du coup je l'ai offert à plein de gens. C'est vrai? Ah bah écoute, je retiens. Donc 2 recommandations, une manga, Taniguchi. Oh là, excuse-moi, Taniguchi, Quartier lointain, et enfin une autrice italienne, Messina, ce que nous confions au vent. Ouais, c'est ça. Ok, je retiens. Je suis toujours à l'affût de nouvelles lectures. Merci beaucoup, Catherine, pour ton partage. On a virevolté entre toutes tes vies. Oui, ça n'a pas été forcément non, mais c'est régulier. La vie, c'est ça, c'est pas linéaire. Oui, et puis c'est un peu moi. Et c'était très chouette. Merci beaucoup pour ton témoignage, super authentique. À très bientôt, amis de la RH.